On se retrouve au cœur du mondial avec alors le directeur. Redonne-moi ton titre, Pierre. Donc Pierre Oulès. Donc, je dis CTO, mais voilà, directeur technologique, directeur de Renault Digital. Le DSI adjoint du groupe Renault et le patron de la filiale qui s'appelle Renault Digital. Ouais. Alors, feuille de route, Renault Digital. Moi, ce qui m'intéresse, et tu regardes un petit peu, ils sont là, les gens qui nous regardent. Feuille de route, c'est-à-dire tant sur le digital au service du client que sur le digital au service de la performance de l'entreprise. Ouais. Déjà, on a la chance d'être dans une industrie qui bouge à fond. Tu le vois bien ici. Hein. Incroyable. Je pense que c'est, à mon avis, une des industries qui bouge le plus là, dans les dernières années. Donc, il y a une feuille de route qui est assez importante. On a commencé il y a 5 ans. Et finalement, qui va toucher toute la chaîne de valeur de l'industrie automobile. Parce que très souvent, quand on pense industrie automobile, on se dit rôle de constructeur automobile. Mais en fait, dans les faits, il y a plein de métiers différents. Donc, si tu prends la chaîne de valeur, déjà, ça commence dans la conception des véhicules. Historiquement, on faisait rouler plutôt des véhicules sur des routes pour voir si c'était fiable. Ouais. Là, on va être de plus en plus dans la simulation. Donc, on va essayer d'en faire un maximum sans avoir à construire une bagnole. Et donc là, tu as des gros enjeux de calcul, de capacité de simulation. L'idée, c'est de pouvoir faire rouler des millions de kilomètres à finalement un modèle virtuel. Incroyable. Plutôt que d'avoir un modèle physique. Donc ça, c'est Attends. Donc, c'est ça le fameux jumeau numérique. Ouais. Voilà. Enfin, c'est un des use cases. C'est un des use cases du jumeau numérique. Il y en a beaucoup. Non, mais attends. Tu vas faire rouler t'as dit des millions de kilomètres à une voiture avant même qu'on sache si elle va partir en production. Oui, en fait, c'est ça. Sûr, ouais. Ça, c'est le but. Parce que, encore une fois, historiquement, tu construisais plutôt ce qu'on appelle un prototype physique, mais ça coûte très très cher. C'est quasiment construire une bagnole. Tout à fait. Ensuite, tu laboures de capteurs et tu regardes comment elle se comporte sur la route. Bon, là, l'idée, c'est de tout simuler. Voilà. Donc ça c'est maintenant, aujourd'hui. Alors, ça existe déjà depuis un certain temps et on va accélérer ça. Et surtout, je pense que on va, ce fameux jumeau numérique, on va essayer de le suivre tout au long finalement du cycle de vie du véhicule. Donc là, on était sur le design. Ensuite, une fois que tu as designé ton véhicule, tu vas le produire en usine. Donc là, tu as le jumeau numérique de l'usine qui va venir en considération, sur lequel tu vas essayer de maîtriser en fait tous les flux, donc tes flux d'approvisionnement de pièces. Tu vas suivre la construction de ton véhicule dans la chaîne de production. Et là, pareil, tu vas utiliser la data pour essayer d'anticiper des pannes. Donc typiquement, voir qu'il y a une dérive dans un robot pour anticiper une panne, c'est beaucoup d'économies pour l'entreprise. Attends, voir qu'il y a une dérive dans un robot, robot sur la chaîne de production, tu veux dire? Bien sûr, oui. Donc je te donne un exemple. Tu vois, on a des presses pour travailler tout ce qui est métal. Bon, c'est ce beau métier de chaudronnier. C'est ça, c'est la chaudronnerie encore aujourd'hui. Alors là, tu es en train de tordre le métal. C'est ça. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est qu'on récupère des données finalement de la presse qui va presser le métal. Et en fonction des données qu'on récupère, on est capable de voir s'il y a une dérive. C'est-à-dire que tu vois qu'effectivement, il y a un truc qui ne se passe pas normalement sur la presse. Et tu peux l'arrêter et la réparer. Donc ça s'appelle de la maintenance prédictive avant que ça casse. Alors qu'avant, tu pouvais que constater la casse et tu devais réparer. Donc ça avait des coûts aussi qui étaient super importants. Donc ça, c'est pareil. Tu utilises finalement une représentation virtuelle de ton robot en usine et dessus, tu peux mettre de l'algorithmie pour pouvoir anticiper des pannes. Et ensuite, tu amènes... parce que quand tu racontais l'anticipation du processus de fabrication, je pense furieusement à cette histoire qu'on a racontée autour de Tesla sur approvisionnement en semi-conducteurs et les gars sont capables de changer des lignes de code. C'est le patron de Volkswagen qui avait, d'ailleurs, si tu te souviens, Volkswagen publie ses résultats qui sont en nette baisse, je crois que c'était printemps dernier ou celui d'avant, enfin bref, en disant qu'ils n'avaient pas eu les composants. Et c'est lui qui dit, alors que Tesla, ils changent 3 lignes de code, ils peuvent changer les composants. Oui, alors d'abord, vrai ou faux, et à la limite, c'est ça aussi que tu cherches à faire dans justement le mode de fabrication que tu nous décrivais? Alors moi, je bosse ni chez Volkswagen ni chez Tesla. Mais en tout cas, on parle de l'automobile. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, avec la crise des composants électroniques, la maîtrise de cette chaîne d'approvisionnement finalement entre des pièces qui viennent de partout dans le monde et puis cette chaîne de production, c'est quelque chose qui est stratégique pour piloter ta production. C'est ça. Donc on tombe toujours sur la même chose, c'est-à-dire une représentation virtuelle de tes flux. Donc voilà, est-ce que mes pièces sont en train d'arriver, quelle est la durée d'approvisionnement, etc. Et de prise de décision. C'est-à-dire que si à un moment, je n'ai pas une pièce, est-ce qu'il faut que je change ce qu'on appelle le film de production, c'est-à-dire qu'il faut
peut-être mieux prioriser une autre voiture avec des pièces qui sont disponibles, etc. Donc c'est toute finalement cette intelligence de la data en temps réel qui devient critique. Et là, tu es sur la partie usine. Et ça veut dire qu'il faut que tout soit massivement digitalisé. Voilà, le fameux end-to-end là dont parlent les industriels. Il faut que tu es capable d'avoir une vision digital twin de ton objet et que tu puisses rentrer dedans pour ensuite regarder pièce par pièce ce qui se passe. Et encore une fois, ce n'est pas que l'objet que tu es en train de construire, ce n'est pas que la voiture, mais c'est ton usine, l'opérateur qui va intervenir à ce moment-là sur la chaîne de production, la pièce qu'il va utiliser, l'outil qu'il va utiliser. Voilà, le but ultime, c'est d'avoir une représentation numérique de tout ça et de pouvoir faire des simulations pour réduire les coûts et pour optimiser tout ça. Jusqu'à l'outil. Jusqu'à l'outil. Tu sais, alors tu vas me dire, je suis pas encore, mais quand même, la pub sur le métaverse qu'on voit en ce moment avec le chirurgien qui est capable de répéter 10 fois l'opération avant de la faire, c'est ce que tu es en train de nous décrire finalement. C'est exactement ça. Et donc tu as cette partie qui est plutôt qu'est-ce qui est en train de se passer, est-ce que je dois prendre des décisions, et tu as aussi cette partie simulation qui est de se dire, ok, mais si par exemple je baissais un peu la consommation d'énergie, quel serait le résultat, etc. Et donc là, tu as aussi tout un pan hyper intéressant, et notamment sur l'industrie 4.0, sur comment tu peux piloter ta consommation énergétique, comment tu peux optimiser tout ça. Et Dieu sait que c'est des sujets qui sont très importants. Donc on a aussi des algorithmes qui nous permettent de maîtriser finalement l'impact écologique qu'on va avoir dans nos usines. Après, tu as la digitalisation du groupe lui-même, c'est-à-dire que tu as aussi aujourd'hui de très grandes entreprises qui ont besoin d'agilité, de la fonction finance jusqu'au sales, et tu as ça aussi dans ta feuille de route. Alors j'y viens. En fait, si tu continues ta chaîne de production, donc tu as l'usine, donc ensuite forcément tu as toutes tes ventes. Là aussi, faire une simulation de... je te donne un exemple, c'est tu sais qu'on a des configurateurs de véhicules sur nos sites internet. Absolument. Prendre un petit peu cette donnée pour voir quelles sont les tendances. Voilà, est-ce que finalement il y a des modèles qui sont plus regardés sur internet, ou est-ce qu'il y a des couleurs qui sont plus intéressantes, et ensuite pouvoir te dire, mais finalement je vais peut-être faire une corrélation entre ce qui se passe sur tes configurateurs sur tes sites internet et ce qui va réellement être commandé par le client et fabriqué. Voilà, là aussi il y a des choses hyper intéressantes. Donc pareil, tu exploites la donnée et tu essaies d'avoir une anticipation de ce qui peut se passer. Puis après, pareil, sur la prévente, avec la maintenance prédictive, je t'en ai parlé. Essayer d'anticiper les stocks de pièces dont tu vas avoir besoin, essayer de détecter, maintenant que les véhicules sont connectés, de pouvoir récupérer de la donnée, anticiper une panne, prendre un rendez-vous. Tout ça, c'est une digitalisation complète. Digitalisation complète, mais là, tu rentres dans des éléments aussi super importants qui ont que tu travailles avec des partenaires. Oui. Tu travailles avec des équipementiers, tu travailles, alors en plus, parce qu'on va dire un mot évidemment de la digitalisation au service du client, tu travailles avec des acteurs digitaux assez puissants. Là, ton job, c'est quand même d'être sûr que Renault continue à capter l'ensemble des données émises par les voitures Renault, même si c'est des composants qui ne sont pas forcément Renault. Il y a un challenge là ? Oui, il y a un challenge. Alors, exemple de la traçabilité, c'est-à-dire que quand tu as une panne, il faut que tu sois capable de remonter jusqu'à la pièce qui a une panne, et puis potentiellement voir si c'est un problème qui est juste lié à cette pièce ou à une autre pièce, etc. Donc tu as une traçabilité, comme tu l'as dit. Une voiture, c'est constitué d'énormément de pièces et d'énormément de fournisseurs. Donc il faut aussi que tu aies ce travail-là avec eux pour pouvoir définir, là encore dans ta vision virtualisée de ton entreprise, quelles données va remonter, qu'est-ce que tu vas leur demander, qu'est-ce que tu vas leur donner en échange, parce qu'il y a une boucle de retour aussi en disant, moi je ne comprends pas... on a sur un modèle de voiture, on a des problèmes avec les plaquettes de frein. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas un problème de conception sur vos plaquettes ? Voilà. Donc tu as tout ça. Donc en fait, ton entreprise, elle devient de plus en plus étendue et elle s'étend aussi à tes partenaires. Et donc pour en revenir à ta question initiale, en fait, qu'est-ce que tu fais en socle commun finalement, tu as une espèce de colonne vertébrale digitale qui te permet de piloter ton entreprise, mais tu vois bien que ton entreprise, elle devient de plus en plus poreuse avec tes partenariats. Parce que il faut que tu échanges de la donnée quasiment en temps réel avec tes partenaires. Ce qui pose en marge la question de la sécurité autour de tout ça. Cybersécurité, donc à plein de mais tu n'as pas ça dans ta feuille de route aussi. Si, il y a ça aussi. Donc la cybersécurité déjà d'un véhicule qui commence à être de plus en plus connecté. Alors j'allais y venir, mais déjà c'est la cybersécurité de ton entreprise étendue. En usine aussi. Forcément, il faut que tu assures si tu as une attaque de cybersécurité sur une usine, ça peut être très dommageable pour l'entreprise.
Et puis après, tu as tout le reste de ton écosystème. Donc, et de plus en plus, tu échanges des données avec ton écosystème. De plus en plus, la cybersécurité est un sujet. Donc ça fait aussi partie de notre feuille de route. Ouais. Renault a connu ça d'ailleurs, hein, en même temps que Saint-Gobain. Ça a été, je crois, la première vraie attaque digitale sur les robots et sur les usines. C'était le fameux WannaCry, il y a maintenant quelques années. Alors attends, une question, mythe ou réalité? Cette fameuse idée que le véhicule autonome, le véhicule ultra connecté, un jour il pourrait être hacké. Un jour quelqu'un pourra prendre le contrôle de notre voiture. Pour le coup, tous ceux qui travaillent dans l'informatique savent que tu vois, t'as pas de système infaillible. Hein, d'accord, c'est ça. C'est une course continue. Et c'est un sujet que toi, tu as en tête? Encore une fois, plus tu vas mettre d'informatique à l'intérieur d'une voiture, plus tu as intérêt à t'intéresser à la cybersécurité. Ouais, après, voilà, il faut être quand même assez, il faut être lucide, quoi. La cybersécurité, c'est un travail de tous les jours. Ouais. Donc tu peux être à un instant T avoir tout bien sécurisé. Il faut, oui, et puis quand tu dis il faut être lucide, c'est aussi la grande différence entre le risque et le danger. C'est-à-dire, oui, sans doute, c'est un risque quelque part. Après, c'est peut-être pas forcément un danger important, immédiat pour quand tu fais une politique cybersécurité, tu essaies de faire effectivement une cartographie des risques. Et c'est pas la même chose à un moment si tu es sur un système critique de la voiture que tu es sur un laptop de quelqu'un. Donc tout ça, c'est de la stratégie, c'est de la politique. Il nous reste 2 minutes 30. On est sur le stand de Mobilize parce que Mobilize, c'est aussi une démonstration technologique. Donc on était avec la patronne de Mobilize avant-hier. Donc on a compris un petit peu le modèle. Qu'est-ce que ça implique pour toi et qu'est-ce que ça implique pour la plateforme technologique Renault? Alors, tu vois, c'est là où je te disais, l'industrie automobile, c'est quand même génial parce qu'on a beaucoup parlé finalement de la chaîne de valeur classique et le constructeur. Ouais. Mobilize, ils sont sur une chaîne de valeur qui est complémentaire. Ils sont vraiment sur le business de la mobilité où finalement ton véhicule devient une commodité. Quoi. Et tu peux jongler avec plusieurs véhicules. Tu vois, autour de nous, il y a des véhicules. Il y a des vélos. On les a vus. Donc tu vas mixer. On verra ce que ça deviendra. Et il y a celui-là, voilà. Donc tu as des cas d'usage. Je leur ai dit, vous avez refait une Smart? Ils ont dit non, c'est pas une Smart. Donc voilà. Tu as des cas d'usage qui sont autour finalement de la mobilité partagée ou de l'autopartage. Tu as du ride-hailing, enfin tu en as partout. Mais ce que je veux dire, pour toi, ça place par une plateforme technologique très puissante là. Qui est très complémentaire, c'est-à-dire que effectivement tu vas pouvoir aussi retrouver des points communs. Typiquement, l'exploitation de la data des véhicules connectés, quand tu veux faire des services de mobilité, c'est super important. Quand tu veux aussi avoir des propositions de valeur, par exemple sur l'énergie, le fait de pouvoir avoir de la donnée qui vient de tes bornes et de ton réseau, c'est aussi très important. Mais c'est une plateforme complémentaire que tu vas mettre au-dessus et où il y a quand même un certain nombre de points communs. Typiquement, l'exploitation de la donnée, avoir des informations de traçabilité. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes dans les deux mondes. Voilà. Donc, il y a une vraie complémentarité on vient de décrire une masse d'enjeux incroyable, ensemble. C'est très riche et c'est pour ça que c'est passionnant. Tu arrives à prioriser? Oui, alors on a la chance d'être dans un grand groupe qui nous donne aussi les moyens et je pense qu'on est aussi beaucoup drivé par un comité de direction et par Lucas lui-même qui a compris la puissance du digital et donc c'est passionnant. Mais c'est effectivement un enjeu aussi de priorisation parce qu'on ne peut pas être partout. Donc, merci. Avec plaisir. Merci pour tout ça. Merci à vous. Et puis on se retrouve demain pour continuer Bismart au cœur du mondial de l'automobile.